étude sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique réalisée par le cabinet Roland Berger, l'un des leaders mondiaux du Conseil en direction générale, révèle que 84% des femmes souhaitent entreprendre pour avoir un impact positif sur la société, alors que 70% des femmes entrepreneurs se sentent désavantagées par rapport à leurs homologues masculins. Quelle est la réalité de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso? Quels sont les défis, enjeux et autres barrières? Qu'est-ce qui est fait pour encourager justement ces femmes à se lancer dans leurs propres projets? Certaines ont fait le pas et abordent toutes ces questions au cours de cette émission. Elles sont au nombre de 4 avec nous ce soir et je m'en vais vous les présenter. Il s'agit de Madame Gira Bissiri Awa, elle est coordonnatrice de l'association ICRA. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également sur ce plateau Madame Tamboura Mariam, animatrice voilà, de l'association Goulet, c'est Adibo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Également avec nous Madame Sanga Maïga Balkissa, promotrice de Lilas Confection. Bonsoir. Oui, bonsoir Madame. Et puis nous avons aussi Madame Siri Ouattara Fatoumata, fondatrice de Queen Mafa. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Saramaya. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Madame Sanga Maïga. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, disons que je suis secrétaire assistante de formation et après des stages, j'ai eu à exercer le métier pendant 9 ans. Et après les 9 ans, j'ai dû démissionner pour travailler à mon propre compte. Donc, c'est vrai que je suis issue d'une famille où ma maman est gérante d'une association. Donc, je l'ai vue se battre, je l'ai vue rédiger des projets. Donc, je pense que j'ai nourri l'amour pour l'entrepreneuriat, pour l'autonomisation de la femme depuis la tendre l'enfance. Donc, 9 ans après, vous décidez de partir à votre propre compte. Qu'est-ce qui vous pousse? C'est à quel moment que vous décidez de vous lancer? J'avais besoin de plus d'épanouissement. C'est vrai, une secrétaire de direction, elle est sollicitée à tout moment. Et à un moment donné, j'avais besoin du temps pour ma famille. Voilà, donc ça c'est l'une des raisons qui m'a vraiment motivée dans mon choix de partir, de travailler pour moi-même. Voilà. Vous parlez de vous occuper de votre famille. On le sait ici, en Afrique en général, nos mœurs veulent que ce soit les femmes qui s'occupent des enfants. Madame Gira, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, c'est la réalité en Afrique. Les mères doivent... tout le monde pense que les mères doivent exclusivement s'occuper des enfants, mais moi je pense qu'on peut allier notre culture avec le désir d'entreprendre. Et donc, nous travaillons dans le milieu rural avec des femmes rurales, des femmes venant des zones d'insécurité, Djibo, Djibasso, Titao et autres. Et nous comprenons bien ce défi-là. Voilà. Justement, Madame Gira, vous qui êtes formatrice aux AGR, les activités génératrices de revenus, comment est née chez vous cette envie de former les femmes pour qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes à partir de ce qu'elles vont gagner à partir justement de ces activités-là? Ok, merci. Il faut dire que je suis la coordinatrice de l'association ICRA. Je mets en œuvre un projet qu'on appelle Semer la graine de la paix. Et donc, dans les objectifs de ce projet-là, il y a la formation des femmes en entrepreneuriat. Et donc, nous mettons en place un ensemble d'activités qui tournent autour de l'entrepreneuriat féminin. Mais nous, comme étant donné que notre public cible, ce sont des femmes dans les zones d'insécurité. Donc il y a tout un tas de formations à faire avant que les femmes ne soient prêtes à entreprendre, notamment les formations, notamment les formations en développement personnel, les formations en bilan de compétences et les formations en alphabétisation, parce que nous sommes dans le milieu rural et vous savez que les femmes
la plupart d'entre elles ne sont pas alphabétisées. Donc, nous utilisons 2 formes d'alphabétisation. L'alphabétisation en utilisant les caractères arabes et l'alphabétisation aussi en caractère latin pour ceux qui les désirent. Donc, voilà un peu. Donc, nous avons un double défi, femmes rurales et femmes dans des zones d'insécurité, mais je dirais même 3, et femmes prêtes à entreprendre. Voilà. Madame Siri, comment vous est venue l'idée d'entreprendre? En fait, moi je dirais que je n'ai pas su à quel moment on m'a dit que je suis entrepreneur. En fait, je suis journaliste et j'ai eu juste envie de créer un journal d'actualité féminine pour faire la promotion de la femme, parce que pendant longtemps j'étais à Sidoya et j'ai trouvé qu'on ne mettait pas assez en exergue les femmes. Et donc c'était une passion, j'ai commencé à animer mon journal et tout ça, et à ma grande surprise on a dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il faut que tu formalises, il faut que ce soit une entreprise en bonne et due forme. Et donc je me suis retrouvée en train de faire des papiers et c'était comme un piège quoi. Et j'avançais et c'est bon. Je me suis retrouvée entrepreneur, je ne sais pas si je suis entrepreneur d'ailleurs, mais c'est comme ça que je suis venue. Je crois que vous l'êtes, hein? Ah oui, bon, en tout cas, et c'est comme ça. Je ne me suis pas assis pour dire, bon, je vais chercher et entreprendre, être autonome. Non, je n'avais pas ce problème. J'avais une passion et je voulais réaliser ce que j'avais envie de faire. Et bon, petit à petit, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, en tout cas, qu'une me fasse un organe de presse qui fait son bonhomme de chemin. Et à côté, nous essayons aussi de développer d'autres produits qui sont un peu liés aux femmes, à l'épanouissement de la femme. Bon, c'est une surprise qu'on réserve peut-être pour une prochaine fois. On pourra en reparler. Vous n'avez pas fait de plan pour être entrepreneur un jour dans votre vie. Vous l'êtes aujourd'hui. Quel sentiment cela vous fait de l'être aujourd'hui? Bon, en fait, je suis satisfaite, mais à moitié. Parce qu'il y a un pas qui me reste à franchir et que je n'ai pas encore pu franchir, c'est de tout laisser. Parce que ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis fonctionnaire. Et pour mettre en œuvre mon projet, je suis obligée de créer une entreprise, une SARL, ou dirigée par une autre personne. Et moi, je n'ai pas le temps pour gérer. Et donc, cette étape, qui est la dernière, il faut que moi-même voilà. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile, mais je pense que je n'ai plus le choix en fait. Madame Guira a parlé d'une partie de la question que je vais poser maintenant à Madame Tamboura. Elle parlait de la difficulté du côté rural. Vous qui êtes positionné, on va dire, à Djibo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Bon, merci pour la parole donnée. La principale difficulté aujourd'hui à Djibo, c'est l'insécurité. Et vu la situation qu'on a là-bas, c'est un peu difficile pour travailler. Mais bon, les femmes ont rassemblé leur courage, mais nous arrivons à faire des activités. Mais la principale difficulté, c'est surtout l'insécurité. Vous êtes animatrice d'associations, de groupes. Qu'est-ce qui vous a incité à aller vers des femmes et à vouloir que certaines soient comme vous? On va dire ça comme ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a incité? Oui, parce que moi j'ai eu la chance, je suis allée à l'école. Je suis enseignante de profession, de formation. Mais parallèlement, je suis membre de l'association Golle. Je suis la secrétaire. Et nous avons eu la chance de rencontrer un jour Madame Adja Bissiri, qui est coordinatrice de ICRA. Et c'est parti de là. Et elle a décidé de suivre notre association. Mais nous aussi, ce que nous avons vu, c'est la condition de la femme, la condition de la jeune fille au niveau de Djibo là-bas. La scolarisation n'est pas bien. Elle est à un niveau très bas. Et aussi, la femme est non alphabétisée. C'est vu cela que nous avons voulu. Au début, c'était une tontine et après, nous avons formé une association pour pouvoir venir en aide à ces filles-là et à ces femmes-là. Et aujourd'hui, grâce à ICRA,
vraiment, nous sommes à un stade vraiment, on peut dire un peu satisfaisant pour le moment, parce que nous sommes en chemin. C'est le travail qui est déjà fait par ICRA nous a permis de rehausser un peu, en tout cas un temps soit peu, le niveau de ces femmes-là, de ces groupes de femmes que nous avons pu avoir. Madame Sanga, vous qui avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat en voyant votre maman, vous l'avez expliqué à l'instant, se jeter dans les associations, la formation, on imagine. Avez-vous senti à un moment dans la création de votre entreprise des difficultés en tant que femme? Oui, les difficultés ne manquent pas. Et je précise que l'entreprise est encore jeune, Lilas Confection. Et pour revenir aux activités, Lilas Confection est une entreprise de confection et de commercialisation d'articles à base de faso d'Anfani. Donc principalement des tenues d'enfants dans un style moderne, prêt à porter, et des sacs de colis avec le faso d'Anfani. Bravo. Donc, bien entendu, je suis amenée à travailler en groupe et la principale difficulté, c'est d'avoir une équipe. Bon, parce que pour moi, quand on est une équipe, on a la même vision, on se bat pour la même chose. En tant que femme, il m'est souvent arrivé de rester jusqu'à 24 heures à l'atelier, en cas de commande. Wow. Voilà, parce qu'on a souvent de petits marchés pour des cartables, voilà, des porte-documents personnalisés. Et ce n'est pas évident pour une femme. Il y a des fois où je vais à la maison et je ramène le plus petit avec moi pour qu'il se couche à l'atelier et pour que je sois à côté afin que le travail avance. Donc ça, c'est une difficulté majeure pour moi au sein même de l'équipe de travail. Alors, au niveau de la famille, il faut l'accompagnement et la compréhension de l'époux. Là aussi, il y a la notion de confiance qui s'impose. Souvent, il y a des chefs d'atelier qui me disent « Mais madame, vous avez opté pour un travail d'homme. Parce que le métier de confection de sac, il faut toujours veiller. Donc, est-ce que ça sera facile pour vous ?» Je dis « Mais bon, j'ai déjà travaillé. » En tant que secrétaire, je n'avais pas toujours des heures fixes de descente. Donc, je me dis que je suis habituée à travailler sous pression. C'est la condition, donc normalement, ça doit aller. Voilà, ça, c'est quelques difficultés. Bon, côté finance, je n'ai pas eu de difficultés parce que comme je fais partie des startups, j'ai eu la chance d'être financée. Voilà, par le fonds commun genre. Et c'est ça qui m'a permis de mettre en place l'entreprise. Madame Siri, vous avez eu les mêmes chances à la création de votre entreprise? En fait, j'ai oublié de signaler, elle et moi, on se connaît très bien parce qu'on s'est encouragé, la solidarité féminine, en fait. Et parce que, au début aussi, comme on m'a dit qu'il fallait formaliser l'entreprise de presse, j'ai approché le fonds commun. On m'a dit, ça tombe bien, il y a un projet de start-up qui est en cours. Vous pouvez postuler, si vous gagnez, vous aurez un financement. Et donc, je me suis battue, j'ai postulé. J'ai eu un soutien pour pouvoir créer, pas créer, l'entreprise était déjà créée, mais acquérir du matériel et ensuite aussi louer un local et pouvoir embaucher 2 journalistes. Et c'est comme ça, et grâce au fonds commun, genre aussi, que c'est, bon, en tout cas, que Queen Mafa est aujourd'hui arrivé à ce niveau-là. Comment vous arrivez à concilier votre rôle de mère et de chef d'entreprise à la fois? Ça, la difficulté. Ça c'est le problème. Et même le nom même de l'entreprise Queen Mafa est en dit long. Parce que Mafa, c'est le nom de ma fille. Et quand j'ai mûri le projet, j'étais enceinte de cette dernière. Et donc, déjà, comme je n'arrivais pas à dormir, il fallait que j'écrive mes articles moi-même, que je prépare. En même temps, je faisais un master aussi. Et donc, mon directeur de mémoire qui me suivait me dit, depuis, tu ne me proposes pas, il faut que tu me trouves un nom accroché. Je dis, je n'arrive pas à trouver un nom. Et un beau jour, je lui ai dit que, enfin, j'ai eu mon bébé. Il m'a demandé, mais comment elle s'appelle? J'ai dit, Mafa. Mais pourquoi ne pas l'appeler Mafa? Et c'est comme ça que l'entreprise a eu comme nom Queen Mafa. Et Queen, là, on a ajouté, comme c'était un magazine féminin, il fallait un peu faire chose, louer.
la femme, la princesse, la reine et tout ça, et pour faire un peu, attirer un peu, faire un peu beau quoi en fait. Et donc, je disais tantôt que par rapport à, comment on appelle ça, comment j'arrive à concilier, et c'est surtout, il faut être vraiment déterminé, savoir où on veut aller et se battre, sinon ce n'est pas du tout facile. Parce que comme vous savez, à la maison, jusqu'à aujourd'hui au Burkina ici, la répartition des tâches et surtout au niveau des ménages incombe principalement aux femmes. Et donc vous êtes obligé de développer votre projet, mais vous ne pouvez pas abandonner ce côté-là. Il y a aussi même quand vous rapportez de l'argent. Même quand on rapporte de l'argent. C'est pareil pour tout le monde. C'est pourquoi oui, de plus en plus je me pose la question. À qui profite l'autonomisation de la femme? Est-ce que c'est vraiment à la femme? Puisque tu es autonome, tu gagnes de l'argent, tu apportes, tu contribues, mais ça ne te dispense pas des tâches ménagères. Et donc, bon, c'est vrai, on est fiers de pouvoir être autonome financièrement et de pouvoir aider aussi nos familles, tout ça. Mais en tout cas, quand tu arrives à la maison, je suis désolée, directrice ou DG et tout ça, tu déposes tout et voilà. Voilà. Madame Guira, les deux entrepreneurs que nous avons gèrent chacune une entreprise. Vous êtes coordonnatrice de plusieurs associations. Comment ça se passe pour vous? Conciliation de vie de, disons, chef d'association et de femmes, femmes au foyer, on va dire. Oui, c'est vrai, ce qu'elles ont dit, c'est tout à fait juste. Il faut vraiment l'implication de l'époux et il faut que l'époux te comprenne et qu'il ait confiance parce que moi, je suis très souvent à l'extérieur, enfin, en mission à l'intérieur du pays, comme parfois à l'extérieur, et c'est pas simple. Et pour organiser toutes ces femmes, souvent je suis en mission 5 jours dans la semaine. Mais comme elle a dit, on est en Afrique, hein, on ne va pas tout de suite changer les choses avec une baguette magique. Et il faut aller tout doucement. Moi je pense que parler d'égalité entre la femme et l'homme, non. Il faut plutôt parler de... mais l'égalité même là, est-ce que nous-mêmes les femmes, on est prêtes à accepter ça? C'est plutôt... savoir le rôle de tout un chacun, la compréhension et montrer aux hommes que nous comptons aussi. Et puis peut-être c'est nous les femmes qui pouvons faire changer un peu ça avec l'éducation des enfants. Moi, mon fils de 11 ans, je lui fais frire des alocos à la maison, je lui fais laver les habits pour qu'il comprenne que c'est pas seulement la femme qui doit faire. C'est pas évident, et moi, j'ai réussi avec mon mari, par exemple, et les matins chez moi, c'est mon mari qui fait le petit déjeuner. Okay. Oui, ça, depuis que je suis mariée, c'est comme ça. J'ai réussi parce que je suis née trouver que ma mère, mon père, faisait le petit déjeuner à la maison. Okay. Et donc, voilà. Mais j'avoue que c'est pas partout pareil. Et moi, je coordonne des activités avec des associations féminines. Les femmes, quand elles veulent venir, même pour des sessions de formation, d'alphabétisation, au début, c'était pas facile. Il a fallu vraiment convaincre les maris. Il fallait se déplacer, rencontrer les groupes de maris, parler avec eux pour qu'ils acceptent. Bon, le cas de Guibo, la plupart des femmes ont perdu leur mari dans des situations tragiques. Donc ces femmes, souvent, elles n'ont pas de mari et on arrive à les choses. Mais ailleurs, elles ont leur mari et c'est compliqué. L'homme ne comprend pas pourquoi la femme vient. Mais après, et ils comprennent parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements et la femme apporte quelque chose et puis l'éducation des enfants, la femme a appris à lire, à écrire, peut suivre un peu les enfants pour que vraiment c'est ce changement là que les hommes peuvent voir et puis adhérer. Sinon c'est pas facile. Madame Tamboura, à Djibo, est-ce qu'il y a des hommes à Djibo qui font la cuisine, qui font le petit déjeuner pour leurs femmes? J'imagine que ça ne doit pas être ça n'existe pas à Djibo. Ça n'existe pas du tout. C'est interdit. Interdit. Toi, femme, tu n'oses pas laisser les gens voir ça. Ton mari fait le déjeuner. Mais quand même, les femmes travaillent. On arrive à associer les deux. Vous arrivez à... Voilà. Tu vas dégager un temps pour faire ton ménage et faire aussi le travail de l'association.
Parce que moi, je suis leader d'association. Mais je dégage un temps pour mon travail d'abord, pour le travail de l'association et aussi pour le ménage à la maison. Voilà. Une journée de Madame Tamboura, avec une séance de formation, d'animation avec les femmes, comment ça se passe? Je vais me lever très tôt pour préparer avant de partir. Et quand vous revenez, vous faites le reste du ménage? Quand maintenant je me lève très tôt, je prépare, je pars, je fais la formation. Et quand je reviens, j'ai donné des instructions aux enfants. S'ils viennent, ils n'ont qu'à se servir leur papa et puis manger. Comme c'est en famille. Okay. La famille traditionnelle qu'on connaît. Voilà. Et maintenant, si je reviens, moi aussi, je m'occupe de moi-même. Je regarde ce que les enfants ont fait, des erreurs, ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée. Si des enfants sont frappés, des trucs comme ça. Et ça reprend encore, puisqu'il y a la nuit maintenant. Je suis les enfants, les études, avec le papa, ils sont là, on suit les enfants ensemble. Et moi aussi, je regarde mes cahiers. Voilà. Sinon, bon, je suis dans un bureau maintenant. Sinon, quand c'était les préparations, là, je prépare maintenant et les enfants sont à côté. Et aussi, ils apprennent. Et le papa est là aussi à côté, il nous aide. Et après, ça reprend. Le lendemain, maintenant encore, il faut que je prépare très tôt pour démarrer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de tout lâcher, de laisser tomber? Non. Non. Pourquoi laisser tomber? Je suis habituée, je suis née dans ça, disons. Je suis habituée, ça me plaît. Le jour qu'il y a un qui manque, c'est pas intéressant. Madame Sanga, est-ce que vous pouvez nous parler du plus gros challenge que vous avez eu à relever dans votre vie d'entrepreneur? Des journées folles où vous avez une grosse commande, vous avez des obligations à la maison, en famille. Comment ça se passe? Le plus gros challenge, on veut savoir. Alors, je dirais qu'il est assez récent. Parce que j'ai eu la chance d'exécuter un marché pour une société de la place. Et là, il fallait vraiment se donner à fond en termes de qualité du produit fini. Et moi, j'ai une équipe qui n'est pas... en général, les couturiers, le domaine n'est pas professionnalisé. Donc, pour qu'ils comprennent la fiche technique et exécuter le travail comme il se doit, c'était tout un problème. Donc, alors, moi, une journée, quand je me lève le matin, j'amène les enfants à l'école. C'est vrai, je les aide pour m'aider à les préparer, mais il y en a qui refusent carrément. Voilà, qui veulent que ce soit maman qui les lave. Donc, je les amène à l'école. De l'école, je vais à la boutique pour vérifier si l'aide vendeuse est là. De la boutique, je continue à l'atelier. Et à plusieurs reprises, je suis là à attendre mes employés. Donc ça, c'est des difficultés. Le vrai challenge que j'ai pu relever, c'était de pouvoir exécuter ce marché-là dans les délais et dans la conformité. Et juste après, je suis tombée malade. Oui, parce que je me suis... Voilà, c'était... Voilà, je voulais coûte que coûte réussir. Voilà, je me fais de l'expérience et surtout garder... faire en sorte qu'on ait confiance en moi pour me confier d'autres responsabilités. Donc, je me suis vraiment donnée. Oui. Madame Siri, votre plus gros challenge? Oh, le plus gros challenge, je ne sais pas s'il y en a, mais bon. Tout ce que je sais faire, c'est comme je l'ai dit, c'est mon métier de journaliste. Donc, je le fais tellement avec passion que je ne sens pas que... Maintenant, le challenge, c'est souvent, c'est-à-dire, il arrive des moments où on ne sait pas comment on va payer les agents. Il y a des périodes où vous n'avez même plus de fonds. Et en tout cas, vous ne sortez pas pour dire à votre employé que ce mois-ci, il n'y aura pas de salaire. C'est-à-dire, en ce moment, on ne dort pas. Il faut trouver, en tout cas moi, à chaque fois, Dieu merci, je me suis toujours débrouillée pour ne pas sauter un mois. Mais Dieu seul sait comment j'ai pu faire ça. Bon, aujourd'hui, je peux dire que ça va, je suis pas trop, je suppose que je suis plus trop à ce stade, mais vous connaissez le domaine, ce n'est pas si simple. Et dans notre métier, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il faut toujours être permanemment aux aguets, être en alerte. Et donc, ce qui est très très difficile pour moi, c'est que j'ai très peu de temps
pour le social, très peu de temps pour la famille. Et si vous devez vous occuper des enfants, je suis obligée d'attendre que tout le monde dort. Et ça veut dire que dans la maison, et tout le monde a plus de temps de sommeil que moi. Parce que je ne sais pas si dans le mois, est-ce que je peux faire 5 heures de sommeil par jour, c'est vraiment le maximum. Sinon, je suis à 4 heures toutes les nuits. Parce que c'est pratiquement chaque nuit que je travaille. De journaliste à patronne de médias, l'une des rares patronnes de médias au Burkina Faso. Quels sont les facteurs clés qui ont concouru à votre réussite aujourd'hui, selon vous, si vous devez identifier certains facteurs? Les facteurs? Bon, je ne sais pas d'abord si on peut appeler ça réussite, mais on se débrouille. Maintenant, quels sont les facteurs? Je ne comprends pas très bien la question. Mais au début, je vous ai dit, tout ce qui guide nos pas, c'est l'envie de faire quelque chose, parce que tout ce qui... En fait, à chaque fois qu'il y a de l'information concernant les femmes, il faut qu'on défende, il faut qu'on passe à l'action, en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est la passion. C'est la passion, ça peut être un facteur. Oui. Le fait de ne pas accepter l'injustice, de voir des droits de femmes brimés, de voir des petites filles violées. En fait, c'est un peu du social, même si derrière, quand même, on n'oublie pas qu'on est là aussi pour faire du profit. Mais le fait de ne pas en faire une obsession, et que derrière, là, c'est le travail. Et ça nous permet de tenir, en fait. Madame Guira, les facteurs, on va rester avec ce même mot, mais un autre volet. Le facteur, ou bien les facteurs qui vous poussent à continuer, est-ce que ce sont les résultats que vous voyez, ou bien c'est ce que vous pensez pouvoir faire pour les femmes qui vous poussent à foncer? Ok, merci. Je voulais d'abord signaler que je suis aussi professeur de sciences physiques dans un lycée de la... Oui. Okay. Et donc j'enseigne les sciences physiques qui ne sont pas données à... Enfin, les filles pensent qu'elles ne peuvent pas réussir dans les sciences physiques, et vraiment j'aime mon métier, j'aime l'enseignement, j'aime l'éducation, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée dans l'appui à ces femmes-là, pour que ces femmes... Parce qu'une femme qui n'est pas autonome, excusez-moi, mais c'est difficile aussi de pouvoir bien éduquer ton enfant comme tu veux aussi. On dit tout le temps qu'il faut que la femme reste à la maison, mais une femme qui reste que à la maison n'a pas l'esprit d'ouverture, et c'est difficile aussi de donner une éducation à ces enfants-là, pour que ces enfants, surtout les filles, pour que ces enfants deviennent des femmes modèles demain et tout. Et donc, dans mon métier, dans la coordination des activités avec les femmes, ce qui me pousse le plus, c'est de pouvoir amener des femmes qui sont au fin fond du Burkina, qui n'ont peut-être, si je prends par exemple le cas de Titao Dingla, qui n'ont jamais vu même Waigia, qui n'ont pas eu accès à Waigia, qui ne savent rien de ce que c'est que l'alphabétisation, de ce que c'est que vraiment l'état des choses, et de les amener à pouvoir entreprendre. Ça, c'est un défi pour moi, et ça me pousse. Quand je vois ces femmes-là au début, quand je les ai pris avec mon équipe, et aujourd'hui, je les vois, je disais ça aujourd'hui lors du show, un grand changement, ces femmes, parce qu'avant tout, il faut que les femmes puissent s'exprimer. Il faut que les femmes puissent s'exprimer. Et ces femmes-là, aujourd'hui, arrivent à s'exprimer. Et même en public, elles arrivent à entreprendre. Elles s'organisent. Elles travaillent. Elles sont prêtes à entreprendre. Elles sont prêtes à changer les choses. Et ça, déjà, pour moi, c'est vraiment des facteurs très, très, très motivants. Effectivement. Voilà. Des facteurs clés de réussite qui vous poussent à vous lever tous les matins, à vous battre. Voilà, ce sont les résultats. Et comme elles, moi, j'ai... Voilà. Et comme elles, moi, j'ai pratiquement 4 heures, peut-être 3 heures de sommeil par jour. Parce qu'il faut écrire le projet, il faut faire les TDR, il faut organiser toute la formation, il faut courir ici, il faut courir là, il faut aller en banque, et on est appuyé par l'ambassade américaine. Ça, je voulais préciser et puis remercier nos partenaires, tous nos partenaires qui nous appuient dans ce challenge-là. Voilà. Madame Siri, je vais revenir vers vous. Une petite question. Quelle inquiétude avez-vous aujourd'hui quant au fait que vous êtes une femme entrepreneur dans un milieu, surtout des médias, où les femmes, vous l'avez dit au départ, les femmes, même en rédaction, ne sont pas mises en avant. Quelle inquiétude vous avez aujourd'hui avec votre média? Comment vous voyez l'avenir avec Queen Mafa?
Je suis... Bon, vous voyez, Queen Mafa, c'est vrai, c'est une entreprise de presse, même si de façon spécifique, nous nous intéressons à la femme. Et sa situation n'est pas totalement différente de celle des entreprises de presse d'une manière générale au Burkina Faso. Et aujourd'hui, toute la presse est en mutation. Et le problème aujourd'hui, c'est le modèle économique. Nous sommes un peu perturbés par les technologies de l'information et de la communication. Et donc, le gros défi pour toute la presse, c'est de trouver un modèle viable et qui puisse nous permettre en tout cas de traverser cette période. Et donc, ça, c'est notre inquiétude. Et c'est vrai, bon, on essaie de s'adapter à l'évolution, mais toujours est-il que, en tout cas au niveau du Burkina Faso, et la presse est, comme partout ailleurs d'ailleurs, la presse est vraiment, comme on dit, en bouleversement. Madame, allez-y. Voilà, maintenant, vous parlez aussi des rédactions où les journalistes femmes, je trouve par contre qu'il y a beaucoup de changements, parce que en 2003-2004, quand je commençais, en ce temps, il n'y avait pas beaucoup de journalistes femmes dans les médias, mais maintenant, on en voit partout. Et surtout avec les entreprises de presse privée, il y a beaucoup de femmes journalistes, beaucoup de femmes qui se lancent dans le journalisme. Et si vous remarquez même dans les écoles de formation, on voit de plus en plus de jeunes filles qui s'intéressent au métier. Et pour moi, c'est un espoir. Parce que tant que les femmes vont rester derrière et qu'elles ne prennent pas la parole, ce sera difficile que les hommes portent leur voix. Vous savez bien, vous êtes dans une rédaction, ce n'est pas de leur faute, mais c'est l'éducation, et aussi, voilà, l'éducation, le féodalisme, tout ça, ça ne va pas finir du jour au lendemain. Mais vous voyez que lorsqu'il y a des femmes dans une rédaction, elles portent plus les voix des femmes aussi, et ça, c'est encouragé, parce que avec ça, nous pouvons vraiment engager des victoires. Dans votre rédaction, uniquement femmes? Oui et non, parce que c'est une rédaction qui est toujours en mutation, comme c'est une jeune entreprise, et ça va et puis ça vient. Et pendant les 3 ans d'existence au début, le rédacteur en chef a toujours été un homme, mais les autres journalistes ont toujours été des femmes. Bon, le rédacteur en chef est un homme parce que moi-même je suis femme, mais souvent je vois que effectivement la contrainte de temps fait que c'est difficile pour les femmes de pouvoir occuper certains postes. Et par exemple, un rédacteur en chef, lui, il doit être plus disponible. Ce n'est pas évident pour les femmes. Maintenant, ce n'est pas le cas. Nous sommes pratiquement tous des hommes, des femmes, j'ai dit des hommes. Et maintenant, au niveau de la gestion administrative, c'est un homme. Donc, ce n'est pas exclusivement réservé aux femmes. Parce que c'est bien aussi qu'il y ait on a eu des journalistes hommes qui ont vraiment, qui se sont battus pour écrire des articles, souvent même un peu tabous. Par exemple, sur les questions de l'excision et surtout sur les questions de l'avortement, on a eu des articles d'hommes qui ne se sont pas du tout gênés pour dire certaines choses. Voilà. Madame Tamboura, vous investissez au quotidien dans tout ce qui est association. Est-ce que ça vous vient souvent à l'idée d'entreprendre, de créer une petite entreprise à votre propre nom, d'exercer et d'embaucher d'autres personnes? Oui, grâce à ce que ICRA m'a donné. Parce que à travers la mise en œuvre du projet Semer Graines de la paix, d'abord ils nous ont formés. Il y a eu des séries de formations pour nous-mêmes leaders d'associations, pour nous-mêmes nous redonner confiance et aussi nous donner un certain nombre de connaissances pour pouvoir reverser à nos femmes là-bas. Et comme le début Adja l'avait dit, il y a le bilan de compétences, le développement personnel et puis c'est l'entrepreneuriat. Actuellement, nous sommes sur cette formation-là. Donc ça, au résultat en tout cas, ça me donne envie et ça me pousse même à créer moi-même ma propre entreprise. Avec tout ce que vous avez, avec tous ces bagages que ICRA m'a donné,
Non, tout ce que vous avez comme occupation déjà, à votre temps que vous n'arrivez pas à réellement à et je gérer. pense que c'est mieux parce qu'en ce moment, je serai orientée. Là, je serai orientée. J'ai un but précis, je serai orientée. Mais aussi, il y a mes femmes qui sont là parce que je suis formatrice aussi, monitrice en alphabétisation à Jami. Alphabétisation à Jami. Ok. Voilà, c'est toujours dans le cadre du projet C'est mes graines de la paix. L'alphabétisation à Jami, c'est utiliser les caractères arabes pour lire en moré, en djoula, en fulfulde. Et c'est ça que nous faisons pour nos femmes là. Mais si encore je prends le chemin de l'entrepreneuriat aussi, ça ne gêne pas. Je pense que c'est plus précis. Je voulais souligner quelque chose en fait. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire que dans les échanges, et ce que les gens peuvent percevoir, c'est que ça fait peur parce que ça occupe le temps et que la femme est débordée. Bon, je tiens à souligner que ça a aussi ses avantages et que celles qui veulent entreprendre n'hésitent pas, surtout. Parce que quand vous entreprenez et que vous êtes votre propre entreprise et votre propre patron, il n'y a rien de tel. Vous organisez votre temps comme vous voulez. Seulement, c'est le début qui est un peu difficile parce qu'il faut tout asseoir et ça va vous demander beaucoup de sacrifices et surtout un peu de retrait aussi de la société parce que vous ne pourrez plus aller dans les lieux de distraction comme tout le monde. Parce que le peu de temps que vous avez, vous devez consacrer à votre entreprise. Mais au finish, il n'y a rien de tel. Parce que pour une femme, si vous n'êtes pas obligé d'aller travailler pour une entreprise où il y a des contraintes, vous devez arriver à telle heure. Si vous avez un enfant, vous êtes obligé soit de chercher quelqu'un qui va s'en occuper, ou bien de l'amener là-bas, et peut-être même trouver un boss qui a la mine renfrognée. Mais si vous entreprenez et que vous êtes votre propre patron, il n'y a rien de tel. Vous arrivez à l'heure que vous voulez. Donc en ce moment aussi, c'est aussi une forme d'épanouissement. Je me dis que ça, c'est le côté positif qu'il faut souligner lorsque une femme décide d'entreprendre. En tout cas, je suis très admiratrice de ces femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, des grands commerçants que je rencontre. Elles ont la maîtrise de leur temps. Et souvent, même, je dis, je vous envie parce que je vous trouve plus épanouie et plus libre de vos mouvements que celles qui sont dans les sociétés et autres. Parce qu'en ce moment, tu es obligé d'être là le matin et voilà. Et chaque fois que tu as une bonne qui est partie, tu ne peux plus dormir parce que c'est des angoisses. Comment tu fais? Pourtant, si tu es commerçante ou que tu as une entreprise, elles n'ont pas ce problème. Voilà. Madame Guira, les entrepreneurs sont sortis de votre école, on va dire, de vos groupes de formation parmi ces associations-là? Oui, ça commence à pousser parce que après toutes nos formations, on a vu des femmes qui ont fait des voyages d'études, qui ont vu comment il faut empaqueter les folios. Elles sont même venues pour la formation là avec des paquets de folios qui se sont arrachés comme des petits pains. Et moi j'étais très fière parce que ce sont des femmes qui vendaient le folio à l'état brut et quand elles ont voyagé, elles ont vu qu'il y a des femmes qui faisaient les transformations. Elles ont appris en si peu de temps. Elles sont venues, elles ont monté leur affaire et elles font le folio à la main. C'est vrai que c'est fastidieux, mais c'est déjà un début et leur folio tout a été pris. Même moi, j'ai pas eu un sachet. Et demain, par exemple, c'est vraiment la fin de la formation. Et au niveau de ICRA, dans le cadre du projet Seconde Chance financé par l'ambassade américaine, nous allons mettre à leur disposition du matériel pour être des femmes entreprenantes réellement. Donc ces femmes auront des décortiqueuses de folio, elles auront des mélangeurs de savon puisqu'elles ont même fabriqué de la pommade hier et beaucoup ont de beurre de karité à gogo et elles ont décidé de le faire et même au niveau des Djibo il y a les plantes épineuses là, voilà, que les gens ne savaient pas qu'on peut enlever l'huile et tout ça. Et ça, vous voyez, l'huile d'argan, moi j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ces femmes-là parce que l'huile d'argan qui se paye très cher, pourquoi pas nos balinates là, avec l'huile là, on peut enlever, promouvoir ça, comme Lila pour faire la promotion de façon d'enfanie, pour que nos femmes soient vraiment entreprenantes. Nous avons vraiment une vision par rapport à ça. Voilà. Madame Songa, qu'est-ce qui différencie fondamentalement une femme entrepreneur à son homologue masculin, selon vous?
sur le terrain, qu'est-ce qui va différencier vous, par exemple, dans le même domaine, hein, qu'est-ce qui va vous différencier d'un homme? On dit qu'il y a des avantages à être femme dans le business. Oui, c'est ce qu'on dit. D'autres pensent que parce qu'on est femme, on a plus de facilité. Et il y en a aussi qui pensent que parce qu'on est femme, on ne peut jamais passer par la grande porte. Dès qu'une femme réussit, bon, c'est parce qu'elle est passée par la petite porte. Donc, ça, c'est souvent les préjugés dont j'entends parler. Voilà. Vous avez rencontré ces préjugés dans votre carrière? Non, pas encore, heureusement. Voilà. Madame Siri, si? Bon, moi, pas particulièrement. Mais souvent, j'entends en tout cas, des histoires de ces gens. Et il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui m'a dit qu'elle est dans les BTP. Et elle a décidé un beau jour comme ça de tout laisser et de commencer à vendre des matériaux de construction. Et donc, elle a postulé à un marché, une entreprise de la place, pour livrer du sable. Et donc, il se trouve qu'il y avait des hommes, comme on dit, des anciens qui sont calés depuis des années et qui étaient des clients de cette société. Et elle a amené son sable et l'entreprise a apprécié la qualité. Et on lui a dit de faire la livraison. Voilà, faire la livraison. Et il y a un homme, un ladji qui est venu, qui dit, mais c'est cette femme-là, je ne comprends pas, mais elle a dit comme ça, est-ce qu'une femme peut exécuter un marché de ces gens, venir donner du sable? Il ne croyait pas, et donc elle s'est dit, il faut que ce soit un défi pour moi. Et donc elle est venue, elle a pu livrer ses commandes et jusqu'aujourd'hui, c'est elle qui livre les sables. C'est pour dire qu'au début c'est pas facile parce qu'on sous-estime beaucoup. Et il y a des domaines, vous voyez, non, c'est comme si l'entrepreneuriat féminin, il doit avoir une continuité. C'est-à-dire quand vous êtes femme et que vous voulez entreprendre dans le domaine de la restauration, il n'y a pas de problème. C'est une continuité de ce que vous faites à la maison, des tâches ménagères. Voilà. C'est là où quand vous voulez commencer à rentrer dans BTP et autres, que là maintenant il y a beaucoup de pleurs. Et même les femmes qui voyagent beaucoup. Hein. Ah, surtout les femmes. Vous avez, je pense, ce que vous avez expliqué, je peux dire que vous avez un mari qui comprend bien, mais c'est pas évident pour une femme de faire un métier où il faut bouger, il faut voyager tout le temps. C'est pas évident du tout, et vraiment pour la petite histoire, bon, qu'est-ce que je peux dire? Moi, par exemple, pour m'organiser, je fais la cuisine. Je fais ma cuisine, je peux faire une cuisine d'une semaine. Je mets au frigo et puis voilà, parce que souvent les hommes sont un peu, ils disent ils veulent pas manger la nourriture de quelqu'un d'autre et tout. Donc je fais la cuisine, tout ce qu'il aime, parce qu'il faut le négocier aussi pour pouvoir bouger le plus souvent, parce que il y a tous les préjugés derrière. Il y a la famille, il y a la belle famille qui diront mais toi ta femme elle est tout le temps dehors. Moi j'ai eu ça quand je me suis mariée nouvellement. On dit mais ta femme elle n'est jamais à la maison, elle est quoi? Mais j'ai dit aux gens, j'ai dit moi je suis prête à rester à la maison, par moi voilà ce que je gagne quand je sors pour tourner. En ce temps je faisais des cours d'appui en sciences physiques les soirs avec des familles. J'ai dit mais si vous êtes prêts pour me donner ce montant à la fin du mois, je m'assois. Et j'ai dit j'attends la réponse. Personne n'a dit. J'ai dit bon donc laissez-moi parce que je dois aller à mon cours encore. Donc je pense qu'à un moment donné il faut s'imposer, mais ne pas être virulent. Tu leur poses la situation. Il faut avoir la manière aussi. Oui, il faut avoir la manière, la situation, et puis bon, tu leur fais un peu la cour et tout, et bon, il faut qu'on trouve les stratégies. La manière et le portefeuille. Voilà, la manière et le portefeuille. Et non, il faut trouver les stratégies pour pouvoir s'en sortir. Je veux dire, c'est pas facile, surtout quand on est jeune femme, et c'est pas évident. Et maintenant, tout le monde sait pourquoi je faisais tout ça. Parce que c'est vraiment pour vraiment que la famille soit en harmonie et que voilà. Donc c'est ça, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et les préjugés, il y en a. Parce que quand on voit une femme qui émerge, tout de suite, on pense que
Il y a eu une facilité quelque part, et quand tu sors, tu voyages, on dit, mais tu laisses ta femme, tes choses. Moi, je sais que mon dernier, quand je l'ai eu, il avait 2 mois, j'avais eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pour faire une formation d'1 mois. Je ne voulais pas partir. C'est même mon mari qui m'a dit, mais il ne faut pas rater l'occasion, il faut partir. L'enfant a refusé de téter, tant mieux. Donc tu pars, tu le laisses et il s'est occupé de l'enfant jusqu'à ce que je vienne. Je peux dire que j'ai eu la chance. Bravo. Je dis ça sur le plateau pour donner l'exemple aux autres. Mais vous allez créer des problèmes à certaines femmes. Mais à un moment parce qu'elles vont réclamer quelque chose qui n'est pas courant. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se taise. Okay. Il faut qu'à un moment donné, on ait des exemples, des rôles, des modèles. Des modèles. Je ne dis pas forcément que mon mari, c'est le modèle d'homme qu'il y a. Ce n'est pas que tout est bleu et tout, mais sur ce plan, je peux dire que tout homme peut faire quand même l'effort. Et je pense que c'est souvent les préjugés familiaux, les ondits des autres. Quand tu t'occupes d'un enfant, on voit l'homme qui donne le biberon, comme à Djibo par exemple. Bon, ça va prendre du temps. Voilà, elle a dit, bon, certains, bon, pas tout le monde. Donc, c'est quand même compliqué, mais il faut que c'est nous les femmes qui devons quand même, personne ne viendra prendre notre défense ou bien plaider pour nous. C'est nous-mêmes, comme elle l'avait dit, c'est nous-mêmes, on doit vraiment se positionner. Et même les histoires de quotas, genre, tout ça, bon. C'est pas que je suis forcément contre, mais je pense que c'est nous-mêmes, on doit faire notre quota. Ça doit se faire au mérite. Parce que dans toutes les civilisations, il y a eu ça. Et ce matin, on a suivi une formation où la formatrice disait que pendant 100 ans, l'université de Georgetown aux États-Unis, c'était l'homme seulement qui était président de l'université. Et ce n'est que maintenant qu'ils ont eu une femme comme présidente d'université. Donc, vous voyez, pendant 100 ans. Donc, ça veut dire que dans toutes les civilisations, il y a ça. Et c'est à nous de se battre. Les niveaux sont différents. Voilà, les niveaux sont différents et c'est à nous, vraiment, nous les femmes, de pouvoir s'imposer. Pas faire la bagarre avec les hommes. Il faut se comprendre, il faut être complémentaire, il faut trouver des stratégies, comme préparer des sauces, mettre au frigo. Sauf s'il dit qu'il ne mange pas sauce de frigo aussi. Ça aussi, c'est un problème. Ah, ça arrive. Voilà. Vous avez parmi vos enfants, excusez-moi de me permettre cela, vous avez parmi vos enfants une fille? Oui, j'ai 2 filles. Okay. Et moi, pour la petite histoire, moi, mes enfants, me voyant travailler de la sorte, c'est pourquoi j'ai dit, quand une femme est battante et tout, les enfants vont suivre. Moi, ma fille, elle a eu son bac à 16 ans. Elle a eu la bourse marocaine et elle a 22 ans. Elle fait un master. Elle a fini son master. La deuxième, elle vient d'avoir une bourse pour faire le bac international. Elle vient de partir en Allemagne et elle est très brillante. Donc, ça pour vous dire, je suis quand même... Vous bougez, mais vous avez réussi quand même Voilà, c'est pas parce qu'une femme est dans les trucs que... Bon, c'est le sommeil qui va te manquer. Voilà, mais je pense que c'est possible. Et c'est peut-être nos filles qui pourront être plus à l'aise que nous. Parce que nous, on se bat aujourd'hui. C'est un combat pour la génération future. Et après, bon, peut-être que les gens vont se partager les tâches et puis pouvoir faire. C'est vraiment le féodalisme... Excusez-moi, des hommes parfois qui amènent. Sinon, même ceux qui trouvent des explications dans les religions, c'est pas vrai. Parce que on a vu dans la tradition les prophètes même qui pilaient les choses pour leurs femmes, qui faisaient la cuisine pour leurs femmes. Qu'est-ce que vous en dites, Madame Tamboura? Les prophètes qui pilaient, qui aidaient leurs femmes aux tâches ménagères. Qu'est-ce que vous en dites? Bon. En tout cas, en réalité, bon, c'est pas fustiger les hommes, hein. Mais est-ce qu'ils suivent même ce que le Coran dit en réalité? Le Coran a dit de respecter la femme. Et il a dit aussi, il n'a pas dit de l'empêcher d'évoluer, de l'empêcher de s'émanciper. Voilà. Donc, bon, je me dis que c'est la satisfaction de l'ego à quelque part qui fait, ou bien la culture aussi, qui joue. Et que ces hommes-là veulent seulement garder les femmes à la maison. Parce que vraiment, c'est une réalité. Le fait de fermer la maison, partir, les hommes ne sont pas d'accord. Et qu'est-ce que vous
vous devez dire quelque chose à ces hommes-là, c'est surtout les sensibiliser. Vous ne pouvez pas les forcer, mais vous allez essayer petit à petit de les amener à comprendre que ce que vous faites là est positif. C'est pour la famille. C'est pour la famille. Et aussi pour la société aussi. Parce que ce sont des filles, des femmes que vous allez entraîner avec vous et qui va donner quelque chose de positif. Quand ils vont voir cela, ils vont te laisser travailler. Mais au début, j'avoue que c'est pas facile. Même en cours de chemin, des fois, il peut rebrousser chemin et puis dire que je suis pas d'accord. Chaque fois, c'est toi qui voyages. Chaque fois, on t'appelle en formation. C'est des trucs comme ça. Mais c'est petit à petit, à travers la sensibilisation et puis la patience. La femme, elle doit être patiente. La femme qui se trouve dans cette situation, il faut être patiente pour garder le sang-froid et pouvoir aller. Madame Sanga, est-ce que vous êtes arrivée déjà une fois sur le terrain de damer le pion à un homme, être face à un marché et de l'avoir face à un homme? Non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Vous êtes plus dans les marchés individuels. Oui. Mais vous connaissez des hommes qui exercent dans le même ordre que vous, qui fabriquent par exemple des sacs à dos, sacs écoliers avec le faso d'Anfani? Plus avec le Sky, le faso, voilà. Vous innovez voilà, j'innove avec le faso d'Anfani. Voilà, c'est vrai que j'ai trouvé pas mal d'hommes déjà sur le terrain. J'essaie de me faire une petite place à travers l'innovation. Donc, quand je pars pour négocier un marché, le plus souvent, on me demande ce que je peux apporter d'innovant parce que voilà, nous, on travaille déjà avec quelqu'un qui nous a proposé ça. Qu'est-ce que vous pouvez proposer de nouveau? Et c'est voilà. Souvent, à ce moment-là que j'arrive à m'attribuer une petite part du marché, sinon, voilà, je ne les vois pas en face et puis voilà, on lutte et puis j'ai le marché. Non. Notre patronne de médias, dites-nous, quel est pour vous le principal avantage aujourd'hui d'être allé à votre propre compte? Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans votre vie? Bon. Pour le moment, je ne sais pas trop ce que ça a changé. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis à mon propre compte et pas. Je vous l'ai dit que je n'ai pas encore franchi le pas où je laisse tout mon travail de fonctionnaire pour aller. Mais ce que ça a changé en moi, c'est la mentalité. Maintenant, je sais que en réalité, travailler pour l'État, c'est vraiment... Je ne me retrouve plus dedans. Et tous les jours, je n'attends que ce jour où je vais dire, bon, c'est fini, maintenant, je suis libre, quoi, en fait. Et chaque matin, quand je me lève, ça fait 3 ans que chaque fois que je me lève et que je dois partir au boulot, c'est vraiment difficile. Parce que je ne me retrouve plus dans le système où il faut chaque fois, voilà. Je veux innover, je veux entreprendre, j'ai beaucoup. Et tous les jours que Dieu fait, il y a de nouvelles idées. Et ça me fait mal de ne pas pouvoir les mettre au jour. Et donc, franchement, de 2020, je pense que ce sera cette fois-ci, c'est l'année de la grande décision. Si vous avez justement des conseils à donner à une femme qui a cette envie-là d'entreprendre, que lui direz-vous? Oui, je vous l'ai dit, de ne même pas hésiter même. Je pense que, oui, surtout ne pas hésiter. C'est passionnant. Quand plus on est dedans et plus vous voyez, on n'arrive même pas à dormir, mais on ne sait pas pourquoi on n'abandonne pas. Et chaque fois que vous relevez un défi, vous avez toujours envie de faire plus. Et à la fin, je suis sûre que c'est plus satisfaisant en fait d'être son propre patron, de pouvoir décider et de surtout aussi aider d'autres personnes à avoir de l'emploi. Il n'y a rien de tel que de pouvoir créer de l'emploi. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont au chômage au Burkina et Faso. Et nous restons tous dans les bureaux et ça n'avance pas. Bon, voilà. Voilà, je suis très fière de voir ce que Mme Sanga fait. Elle contribue à la transformation de notre coton. Et c'est très bien parce que les prêt-à-porter aujourd'hui, et ça vient beaucoup de la Chine. Et s'il y a des gens, des femmes qui arrivent à transformer et qu'on peut voir des prêt-à-porter, à partir de notre façon nationale. C'est pas mal. Donc, et qui mieux que les femmes? Parce que déjà, moi je trouve que les femmes même sont plus créatives. Voilà. Et puis naturellement, c'est comme si on
quelque chose de l'entrepreneuriat. De façon naturelle, et même celle qui vend le beignet au marché, à la peau. En tout cas, naturellement, les femmes sont plus entreprenantes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des études même qui le montrent. Vous voyez, quand dans une famille que ça chauffe, l'homme, lui, vient s'asseoir à la maison et dit j'ai perdu mon boulot. Mais la femme, jamais. Jamais, elle n'a pas perdu. Elle va balayer le sable. Est-ce que vous avez vu un homme qui balaye le sable pour nourrir sa famille? Ce sont les femmes qui font ça. Les concasseuses de cailloux au niveau, c'est beaucoup plus les femmes. Et donc, ça veut dire que les femmes ont ce don-là de pouvoir entreprendre. Et l'avenir du Burkina, franchement, si les femmes se mettent, elles pourront changer beaucoup de choses. Madame Guira, rapidement, un conseil à donner à toutes celles qui ont ce rêve-là d'entreprendre. C'est de ne pas hésiter, c'est de ne pas avoir peur de risquer. Parce que c'est très important ça, en fait, la plupart du temps, ce qui empêche les femmes d'aller vers ça, c'est elles ont peur. Elles ont peur de risquer, elles ont peur de ne pas réussir et tout. Alors que dedans, il y a les échecs, mais il y a les succès. Et il faut travailler la mentalité pour qu'elles sachent que si elles entreprennent, parfois elles vont tomber. Mais le plus important est de pouvoir se relever et bien se relever pour aller de l'avant. Donc, c'est vraiment leur demander de foncer et de ne pas avoir peur. Parce que une femme qui entreprend, elle se libère. Elle se libère et elle libère du même coup sa famille. Parce qu'il y a une étude qui a démontré que quand les femmes, ce que les femmes gagnent là, la majeure partie, ça rentre dans la famille. Mais ce que les hommes gagnent là, peut-être il y a 25% qui sont échappés à quelque part. Ça, c'est une étude qui a démontré ça. Donc, vraiment, encourager les femmes à entreprendre. Et d'ailleurs, nos femmes qui sont dans le milieu rural et qui sont là maintenant pour la formation, il ne faut pas voir leurs yeux briller quand elles savent qu'elles sont capables d'entreprendre. Quand elles ont commencé les choses, elles sont heureuses et ça réjaillit forcément autour de sa famille, autour de la communauté, et ça crée des communautés beaucoup plus résilientes pour le problème que nous vivons aujourd'hui. Vous avez dit une phrase que je vais retenir pour mettre un point final à cette émission. Une femme qui entreprend se libère et libère en même temps toute sa famille. Voilà qui met fin à ce numéro de Saramaya. Merci à vous toutes d'avoir répondu présente à ce rendez-vous de Saramaya. Merci à vous téléspectateurs de Twitch TV d'être restés avec nous tout le long de cette émission. Je rappelle que nous étions avec Madame Guira Bissiri Awa, coordonnatrice de l'association ICRA, Madame Tamboura Mariam, animatrice d'association à Goulet, précisément à Djibo, Madame Sanga Maïga Balkissa, qui est promotrice de Lilas Confection, et puis Madame Siri Ouattara, ma consoeur Fatoumata, alors fondatrice de Queen Mafa. Merci à vous toutes, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Merci.